Jean-Claude Trichet, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour commenter pour nous la situation de l'économie mondiale, la situation financière aussi. Quels sont pour vous aujourd'hui les principaux risques économiques et financiers présents dans l'économie mondiale? Merci d'abord de votre invitation et je suis très impressionné par la qualité et l'importance de l'audience. Et je voudrais en remercier particulièrement, bien sûr, la COFAS et son président qui m'ont invité, et son président d'honneur. Alors, question, quels sont les principaux risques économiques et financiers, et vous m'avez bien dit, au niveau mondial? Je dirais que j'en vois 5 principaux, et bien entendu, je me concentre sur ce qui me paraît être les risques principaux. Le premier, c'est le fait que nous allons évidemment à un moment, je ne dis pas nécessairement cette année, mais à un moment qui est nécessairement proche, après une longue période, notamment aux États-Unis, de croissance cyclique, nous allons avoir le début de la récession, disons le début de la phase négative dans le cycle économique, qui est évidemment inévitable, et qui, cette fois-ci, au niveau américain et mondial, se passera dans des circonstances difficiles, beaucoup plus difficiles qu'auparavant, parce que les munitions que l'on possède dans un cas de ce genre, à savoir principalement dans une perspective de court-moyen terme, à la fois la politique budgétaire d'un côté et la politique monétaire de l'autre, dans les deux cas, les marges de manœuvre que nous aurons, que nous allons avoir, seront et sont limitées, très limitées, comme vous le savez, sur le plan budgétaire, parce que la croissance de l'endettement public a continué avec la crise, pendant la crise et après la crise, sauf dans un très très petit nombre de pays. Donc nous avons des marges de manœuvre qui, objectivement, sont très inférieures à celles que nous avions en 2007-2008. Et s'agissant de la politique monétaire, il est clair que nous sommes à un niveau d'accommodation monétaire, y compris aux États-Unis, mais certainement évidemment en Europe et au Japon, dans l'ensemble des pays avancés, et aussi d'une certaine manière par effet de contagion dans le reste du monde, qui sont extraordinairement accommodantes et qui ne laissent pas de marge de manœuvre pour pouvoir contrer la phase négative du cycle économique. Donc je crois que ça, c'est un risque très important. Ce n'est pas un risque catastrophique en soi que d'avoir le début d'une récession, mais c'est un risque évidemment terriblement aggravé par le fait que les munitions ont disparu dans une large mesure. Deuxième risque, alors qui est d'une autre nature, qui n'est pas un risque habituel, mais je crois que le risque d'éclatement de bulles financières au niveau mondial est un risque très sérieux. Là aussi, je ne dis pas que c'est un risque qui se matérialisera en 2018 ou en 2019, mais c'est un risque important. Et pourquoi? Parce que nous constatons, les méthodologies peuvent être diverses, le FMI n'a pas la même méthodologie que d'autres institutions internationales. Moi-même, j'ai présidé un think tank basé à Washington qui s'appelle le groupe des 30, et nous avons fait une étude assez approfondie sur ce risque-là. Je vous donne mes chiffres, après tout, je suis sûr de ma méthodologie. Lorsqu'on regarde l'endettement total, public et privé, au niveau mondial, en faisant la proportion avec le produit intérieur brut mondial, donc la planète entière, endettement public et privé en numérateur et le PIB en dénominateur, on obtient un chiffre dans notre méthodologie qui était d'environ 250% en l'an 2000, qui était en 2008 de l'ordre de 275%, donc augmentation de 25 points entiers de PIB mondial, dans une période d'ailleurs où le PIB augmentait lui-même très rapidement. Vous vous attendez évidemment à ce que cet indicateur se soit arrêté, à tout le moins atténué dans sa progression après la crise, puisque l'une des causes principales de la crise que nous avons connue était le surendettement. Eh bien, pas du tout. En réalité, on a continué après la crise au même rythme qu'avant la crise.
Et donc, alors je peux revenir parce que vous allez sûrement me dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir une idée de la granularité de tout ça? Dans quel pays cela a augmenté beaucoup? Dans quel autre pays ça a moins augmenté? Donc je suis prêt à répondre à cette question. Mais si tant est qu'il y ait une économie mondiale, et je suis persuadé, nous sommes tous persuadés qu'il y a effectivement une économie mondiale très interconnectée, si cet indicateur a un sens en tant qu'indicateur de vulnérabilité, je suis absolument convaincu que c'est le cas, alors nous sommes aujourd'hui, et je réponds là encore plus clairement à votre question, dans une situation qui est plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2007-2008. Troisième risque très important que vous avez d'ailleurs évidemment certainement déjà examiné, qui peut-être s'est un peu estompé, mais qui demeure néanmoins, risque de disruption, de transformation très profonde du commerce international lié à un mouvement d'anti-globalisation symbolisé de manière tout à fait spectaculaire, évidemment, par ce qui s'est passé aux États-Unis. Et là, je n'insiste pas, on a tous suivi ça d'extrêmement près, et je crois qu'il faut rester très, très attentif. Pour le moment, le danger, le risque, la matérialisation du risque semble s'être un peu estompée, mais enfin, cela demeure. Quatrième risque, ou ensemble de risques importants, je crois que ce sont ceux qui sont liés de manière assez étroite à la technologie, aux transformations technologiques, le problème de la cybersécurité, ou plus généralement de la cybervulnérabilité associée à toutes ces transformations technologiques, est un problème considérable. Chaque fois que je rencontre des dirigeants au niveau mondial, ils insistent énormément sur le fait que non seulement nous risquons en effet des attaques, nous risquons des phénomènes disruptifs, mais nous avons les physiciens dans cette salle ou les mathématiciens parleraient des propriétés émergentes d'un nouveau monde dans lequel nous sommes plongés. Nous ne connaissons pas ces propriétés émergentes, nous ne connaissons pas la vraie vulnérabilité de l'Internet des choses, Internet of Things, et nous allons probablement éprouver tout cela un peu par essai et erreur, comme nous l'avons fait d'une certaine manière lors de la crise de 2007-2008. Et puis, au niveau mondial, il y a ce que j'appellerais les risques géopolitiques qui, effectivement, peuvent se manifester ici ou là et qui peuvent jouer le rôle de détonateur d'une crise beaucoup plus importante au niveau mondial, comme, je dirais, la seconde que j'ai évoquée, c'est-à-dire une crise, une explosion financière à nouveau. Alors, ça, c'est pour les risques mondiaux, je dirais, dans une perspective de moyen terme. À plus long terme, je mentionnerai peut-être 4 autres risques. Le risque de la complaisance, tout simplement, à l'égard d'une situation qui, pour le moment, est assez bonne. Comme vous le savez, le FMI vient de publier, je crois que c'est ce matin qu'on a eu les chiffres, ou hier soir, ces nouvelles prévisions de croissance qui sont effectivement encore un peu plus flatteuses que celles qu'on avait auparavant. La croissance mondiale est augmentée, la croissance européenne est elle-même un peu augmentée. Accessoirement, d'ailleurs, pour l'Europe, il est très, très impressionnant de voir, on nous donnait pour la zone euro une croissance pour l'année dernière de 1,7%. Finalement, on nous donne maintenant, au niveau du Fonds monétaire international, 2,4%. C'est-à-dire qu'en avril dernier, on sous-estimait de 0,7% la croissance de l'économie européenne, de la zone euro en tout cas, en 2017. Donc, risque de complaisance, on se satisfait de la situation actuelle, exactement comme on l'a fait avant la crise de 2007-2008, et ça, c'est un danger énorme, non pas immédiat, mais dans une perspective de plus long terme. Deuxièmement, je l'ai déjà évoqué, la rupture technologique va créer de nouveaux risques dans une perspective de long terme, dont pour la plupart, nous n'avons même pas connaissance parce que la technologie va continuer à avancer considérablement et je crois que tous ceux qui sont présents le savent mieux que personne. Je dirais qu'il y a enfin un risque que vous avez évoqué à l'instant, qui est celui de la perte
progressive de l'attraction des valeurs démocratiques dans le monde, qui va aussi de pair peut-être avec des difficultés considérables dans la gouvernance mondiale, dans une gouvernance confiante de l'économie mondiale. Et là, effectivement, ce sont des phénomènes qui sont liés à des transformations sociologiques, politiques extrêmement profondes, dont on a vu des illustrations aux États-Unis, en Angleterre. Et je crois que ça, c'est un mouvement de fond qui est extrêmement inquiétant et qui n'est pas cantonné du tout aux pays avancés. Les États-Unis et l'Angleterre, encore une fois, en ont donné évidemment une illustration, mais on voit la montée de l'autoritarisme aussi dans un certain nombre de pays émergents, et ceci ne peut manquer d'inquiéter dans une perspective de crise long terme. S'agissant des risques proprement financiers, quels sont ceux qui vous apparaissent comme les plus inquiétants dans les pays avancés et ailleurs? Alors, dans les pays avancés, nous avons un certain nombre de phénomènes qui sont réellement, en effet, inquiétants. Par exemple, le fait que les primes de risque sont actuellement extrêmement basses, que les spreads sont anormalement bas, que la volatilité dans l'ensemble des marchés financiers est anormalement basse, que les valeurs d'actifs sont très élevées. Et alors, bien entendu, il y a débat là, et j'imagine que nous ne sommes pas nécessairement tous d'accord dans cette salle. Lorsque je fais remarquer à mes amis américains que les valeurs d'actifs aux États-Unis sont très très élevées, que le price-earning ratio, quand on le calcule sur les grands indicateurs américains, on obtient par exemple un montant qui est de 70% plus élevé que la moyenne qu'on avait observée, disons, au siècle dernier, jusqu'au début de la crise des dot-com. La bulle des dot-com avait poussé les price-earning ratios extrêmement élevés, mais comme on le sait, évidemment, elle a éclaté ensuite. Donc ce n'est pas forcément une bonne comparaison. Dire qu'on est au plus haut niveau dans les 80 années qui ont précédé la bulle des dot-com et qu'on est à 70% au-dessus de la moyenne qui avait été observée historiquement aux États-Unis, c'est évidemment quelque chose qui ne manque pas d'inquiéter. Donc vous voyez, spreads très bas, marge très basse, volatilité anormalement basse, valeur d'actifs très élevée, sont des éléments qui ne peuvent manquer d'inquiéter. Nous ne sommes pas dans la même situation en Europe, mais bien entendu, s'il y a éclatement de ces valeurs d'actifs aux États-Unis, nous ne manquerons pas d'être touchés et peut-être d'être assez durement touchés. Donc ça, c'est un vrai risque qui existe dans les pays avancés. Il y a beaucoup d'autres risques financiers qu'on pourrait examiner de plus près en étant plus granulaires, si je puis dire, les risques associés au taux fixe en général. Là, je viens de parler du marché d'actions. S'il y a, avec le niveau d'endettement que nous avons, qui a augmenté, qui a continué d'augmenter dans les pays avancés après la crise, bien que moins rapidement, heureusement, beaucoup moins rapidement qu'avant la crise, mais ça a continué d'augmenter. Au moment où, pour quelque raison que ce soit, on a des taux d'intérêt qui augmentent ou qui augmentent substantiellement, naturellement, la vulnérabilité de l'ensemble des marchés de taux fixes devient très grande dans les circonstances présentes, et nous avons là des risques qui peuvent se matérialiser. Je citais cet indicateur mondial qu'est l'endettement total, public et privé, au niveau mondial, avec comme dénominateur le PIB mondial. Lorsque je regarde qui est responsable de cette augmentation, dont j'ai déjà dit qu'elle continuait au même rythme après la crise qu'avant la crise, alors les pays avancés ont contribué beaucoup moins après la crise qu'avant la crise. Dans cette augmentation de l'indicateur, ils représentent à peu près 50% des raisons de l'augmentation de l'indicateur, alors que c'était 90% avant la crise. C'est donc que les pays émergents représentent eux aussi 50% de l'augmentation. Bref, avec la crise et après la crise, les pays émergents ont découvert les joies du surendettement et ils ont commencé à s'endetter de manière extrêmement rapide. Ce qui donne à penser que et au moment où une nouvelle crise inquiétante, et j'ai dit encore une fois qu'au niveau mondial, on peut être encore plus inquiet aujourd'hui qu'on ne l'était avant 2007-2008, si et quand
cette matérialisation du risque apparaît, il est probable que le détonateur sera cette fois-ci plutôt dans le monde émergent, à moins qu'il ne corrige sa trajectoire actuelle, que dans le monde des pays avancés. Comme vous vous en souvenez, c'est dans les pays avancés qu'était l'épicentre de la crise que nous avons traversée en 2007-2008. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces questions si importantes de risques les plus inquiétants? Je dirais que, comme je le disais, on peut être beaucoup plus granulaire encore dans l'évaluation des risques que l'on peut trouver dans les pays avancés en particulier. Et là, alors, on a très clairement un problème tout à fait important de classes d'actifs qui sont particulièrement vulnérables. J'ai déjà évoqué les taux fixes au moment où on aurait une augmentation des taux de marché et des taux pratiqués par les banques centrales. On peut évidemment évoquer le shadow banking, d'une manière générale, les non-banques. Les banques ont été placées dans un système de surveillance, de régulation renforcée, compte tenu de l'expérience de la crise, qui incontestablement a diminué, je crois, leur vulnérabilité systémique, y compris des plus grandes banques. Mais les non-banques ont été relativement hors du champ d'une régulation et d'une surveillance accentuée. Et donc là, on a une vulnérabilité particulière. On a également toutes les questions liées aux corporate bonds, aux obligations des entreprises, des grandes entreprises en particulier. Et là, alors, c'est un phénomène qui est incontestablement, qui doit être regardé de très près, parce qu'on observe à la fois dans les pays avancés et dans les pays émergents une augmentation assez considérable des encours de ces corporate bonds, avec des risques associés qui, je crois, sont non négligeables. Comme vous voyez, quand on regarde les choses de près, on voit qu'il y a en réalité, et pour des raisons qui sont parfaitement explicables, beaucoup d'endroits, si je puis dire, dans l'ensemble, disons, des classes d'actifs qui peuvent être considérés comme étant assez vulnérables, et ce, dans les pays avancés comme dans les pays émergents. Vous venez de décrire, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, une situation avec davantage encore de facteurs d'inquiétude qu'en 2008. Est-ce à dire qu'une nouvelle crise du type de celle observée en 2008 est possible? Je crois qu'il faut toujours savoir que tout est possible. Nous avons, en 2007-2008, pour moi, les deux crises sont associées. Si vous voulez, le détonateur, c'est la crise des subprimes. Et nous avons connu en 2007 des moments extrêmement difficiles. Ceux dans cette salle qui avaient des responsabilités financières et bancaires ont peut-être le souvenir du fait que notre propre marché monétaire en Europe a été dans une situation d'interruption totale de fonctionnement le 9 août 2007. Donc c'est le vrai début de la crise perçue par les banques centrales. Nous avons d'ailleurs pris des décisions extrêmement audacieuses en décidant pour la première fois de donner de la liquidité sans aucune limite à toutes les banques commerciales de la zone euro. Elles nous ont demandé le 9 août 2007 95 milliards d'euros. Nous avons donné 95 milliards d'euros, ce qui a fait l'effet d'une bombe d'ailleurs sur le plan mondial. Et on a ensuite observé dans l'ensemble des pays avancés, y compris à New York bien sûr, à Londres, et dans une certaine mesure, Tokyo nous avait précédé, si je puis dire, que l'ensemble des marges sur les marchés monétaires augmentait de manière très significative, qu'on avait vraiment une période de turbulence qui avait commencé et qui allait évidemment atteindre son paroxysme le 15 septembre 2008 avec le dépôt du bilan de Lehman Brothers. Alors vous me demandez, est-ce que tout ça est possible? Je dirais oui, certainement. Tout cela est l'éclatement d'une crise financière que personne n'aura prévue dans une perspective de court terme, si vous voulez, est toujours possible. J'ai déjà évoqué cet indicateur mondial qui est inquiétant. Je crois que la plus grande probabilité serait alors, comme je l'ai déjà dit, qu'on ait matérialisation de ce risque
dans les pays émergents. Plusieurs pays émergents ont connu une augmentation assez considérable de leur endettement. La Chine est un exemple, évidemment compte tenu de sa taille et de son influence mondiale particulièrement important et significatif, mais pas que la Chine. Et donc, de ce point de vue-là, les pays avancés se trouveraient, dans cette perspective que j'évoque, dans une situation d'avoir, un peu comme les pays émergents l'ont été en 2008-2009, avoir à faire face à une crise qui n'était pas née chez eux, mais contre laquelle il convenait évidemment de lutter, et de lutter avec la plus grande énergie. On peut imaginer beaucoup d'autres scénarios que celui-là. Là, j'imagine l'éclatement financier, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres risques, beaucoup d'autres risques, y compris d'ailleurs les risques géopolitiques, qui sont eux-mêmes autant de détonateurs possibles pour une crise internationale. Alors, dans ce cas-là, on aurait effectivement un détonateur qui se situerait lui-même dans une autre dimension, disons que la dimension financière, mais qui ne manquerait pas d'avoir des conséquences financières extrêmement redoutables, parce que, comme je l'ai déjà dit, je crois, au niveau mondial, comme au niveau de chacun des grands ensembles de pays au niveau mondial, l'explosif est là. Le détonateur n'a pas explosé lui-même, mais l'explosif potentiellement est là. Et ça me conduit évidemment à passer, vous m'en donnez l'occasion, un message tout à fait important, c'est que dans une telle perspective, avec les leçons que nous venons de tirer de la crise internationale de 2007-2008, qui se prolonge encore maintenant, elle se prolonge maintenant, et vous en avez une illustration particulièrement convaincante en voyant les politiques monétaires accommodantes persister dans tous les grands pays avancés. C'est donc qu'il y a toujours des menaces perçues par les banquiers centraux qui sont là, qui sont potentielles, qui sont là et qui signalent une vulnérabilité importante. C'est la raison pour laquelle mon sentiment est que le pire des dangers serait celui de la complaisance, comme je l'ai déjà dit, à l'égard d'une croissance qui est encourageante, évidemment, qui est révisée en hausse, mais c'est le moment, précisément, de faire tout ce qu'il faut sur le plan des autres partenaires que les banques centrales, les gouvernements, les parlements, l'ensemble, disons, du secteur privé, les partenaires sociaux, pour faire en sorte que l'on renforce la résilience de l'ensemble de nos économies. C'est vrai pour les pays avancés, c'est vrai pour les pays émergents. Il y a beaucoup de progrès à faire en matière de finances publiques partout, et bien entendu aussi dans notre pays. Il y a beaucoup de progrès à faire dans la capacité de réforme structurelle qu'ont les différents pays. Ils ne sont pas situés dans les mêmes circonstances, mais le renforcement de la résilience d'une économie repose très très largement sur sa solidité structurelle. Et là, comme vous le savez, il n'y a pas un seul pays dans le monde, qu'on soit en Europe, qu'on soit aux États-Unis ou au Japon, dans lequel on ne puisse dire qu'il y a d'immenses progrès à faire en termes de réformes structurelles. Là aussi, notre pays est une des illustrations de cette remarque. Et bien entendu aussi, je crois que dans le secteur privé, il y a aussi à être parfaitement conscient des risques qui existent dans le monde, le renforcement de la solidité de l'ensemble des entreprises, des entités économiques. Et je dirais, dans un certain nombre de pays aussi, les partenaires sociaux doivent être conscients du fait que, dans beaucoup de circonstances, c'est sur eux aussi que repose la solidité du bâti économique d'un pays. Là, je ne peux manquer, si vous voulez, d'évoquer en Europe un certain nombre de pays qui sont placés dans des situations différentes, mais qui ont la même politique monétaire, le même environnement économique et bien entendu aussi le même environnement en termes commerciaux. Par définition, ils sont dans un marché unique et dans lequel je vois des différences de lucidité stratégique de la part des partenaires sociaux, entreprises et syndicats, qui montrent que l'on peut effectivement, dans ce domaine aussi, contribuer
à la résilience, contribuer à la solidité d'une économie. Je pense évidemment à certains de nos voisins, à l'Allemagne, mais pas qu'à l'Allemagne. Et là aussi, je crois qu'il y a des leçons à tirer de la période qui vient de s'écouler depuis le début des crises de 2007-2008. Même en l'absence d'éclatement de bulles de type 2008, le scénario du soft landing vous semble-t-il aujourd'hui le plus probable? Je crois que le soft landing repose sur nous. Si l'ensemble, disons, des responsables sur le plan économique et financier prennent les décisions qui leur sont, il faut bien le dire, recommandées par les institutions internationales, par le FMI, par la Banque mondiale, par l'OCDE, prennent les décisions qui leur sont recommandées en Europe par beaucoup d'institutions européennes, prennent les décisions qui, je dois le dire, si vous relisez attentivement les discours des banquiers centraux, je suis ancien banquier central et vous me pardonnerez de les évoquer, quand vous voyez les messages qui sont lancés constamment dans tous les pays, à la fois au niveau de la Banque centrale européenne et au niveau des banques centrales nationales, par François Villeroy de Galhau et par Mario Draghi, sur la nécessité des réformes structurelles, la nécessité d'être extrêmement attentif dans tous les domaines à la résilience du pays, la nécessité d'être très attentif aux finances publiques. Bref, tous ces messages, si vous voulez, qui d'ailleurs, fort heureusement, sont repris par beaucoup de gouvernements et par la rhétorique notamment, je dois dire, en Europe. Ceci est pour moi particulièrement réconfortant, par les dirigeants qui, aux Pays-Bas, comme en France, comme en Allemagne, ont réaffirmé avec beaucoup de force leur volonté de coopération internationale et leur volonté européenne. Je considère que ceci est très important dans une perspective de résilience précisément et de soft landing, comme vous avez dit. Donc, si encore une fois nous faisons les efforts qui apparaissent comme étant nécessaires et, je dirais, opportuns pour être plus résilients, plus solides, alors effectivement, nous éviterons que cet explosif potentiel que j'évoquais n'explose. Et c'est évidemment mon vœu le plus ardent. Si nous ne prenons pas les mesures qui, aux yeux de beaucoup, s'imposent, je parle évidemment de ce qui peut se passer au niveau mondial, alors eh bien, nous connaîtrons des évolutions qui seront très différentes du soft landing que vous évoquiez. Et après tout, nous avons vu ce qui s'est passé. Prenons l'exemple des années qui ont précédé 2007-2008. Nous avons une période de grande tranquillité. L'ensemble des responsables étaient presque tous convaincus que nous avions trouvé le remède miracle pour avoir de la croissance et de la stabilité financière, un écart type, disons, des croissances du produit intérieur brut année après année aussi restreint que possible, donc croissance régulière sans à-coups, une inflation faible, sans à-coups aussi, donc le meilleur des mondes finalement, croissance sans inflation, en tout cas sans inflation substantielle, et cette période qui avait été qualifiée de grande modération apparaissait comme étant appelée à se poursuivre. Absolument normal dans ces conditions, encouragé par, je dirais, l'ensemble de ce sentiment commun de ne pas mener les réformes structurelles nécessaires, de ne pas faire attention à l'endettement, endettement public continuant d'augmenter de manière monumentale, endettement privé galopant, jusqu'au moment, naturellement, où nous avons été rattrapés. C'est cela qu'il ne faut pas voir recommencer. Nous sommes dans des conditions qui sont telles, sur le plan maintenant de la croissance synchronisée au niveau mondial, aussi d'ailleurs synchronisée maintenant entre l'Europe et les États-Unis. Laissez-moi au passage d'ailleurs mentionner
parce qu'on ne le sait pas nécessairement trop. Il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, puisque la zone euro était considérée comme une zone misérable, toujours en retard, notamment sur les autres pays avancés et sur les États-Unis. J'ai noté que dans la publication des dernières prévisions du Fonds monétaire international, nous aurions eu, selon le fonds, non seulement une croissance légèrement supérieure à celle des États-Unis d'Amérique dans la zone euro en 2016, mais aussi une croissance légèrement supérieure à celle des États-Unis d'Amérique en 2017, puisque le FMI ce matin nous donne pour 2017 2,4% et aux États-Unis 2,3%. Je le note en passant. Cela m'étonnerait que vous entendiez beaucoup de sons de clairon disant la zone euro croît 2 années de suite un peu plus vite que les États-Unis. Et on aura bien raison de ne pas pousser des sons de clairon parce que nous avons du retard et parce que, encore une fois, il faut être extrêmement vigilant et que ce n'est pas le moment d'être complaisant. Merci beaucoup, Président Jean-Claude Trichet. Merci. Merci beaucoup. C'était parfait. Non, très bien. Merci beaucoup.